Aujourd'hui, on va s'intéresser à une figure absolument incroyable de l'histoire marocaine. Je parle bien sûr de Zeynab Nefzaouia, la grande reine de Marrakech. Écoutez un peu ça. Une description qui vient tout droit d'un texte du XIIe siècle. Ça pose le décor, non? On l'a surnommée la magicienne. Et attention ici, on ne parle pas de sortilège, non. On parle de pur génie politique. Alors, la vraie question, c'est qui était cette femme? Qui se cachait derrière la légende? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble en séparant un peu le mythe de la réalité. D'abord, replaçons-nous un peu. On est au XIe siècle. Et à cette époque, Zeynab ne va pas juste influencer les choses, non. Elle va carrément cofonder un empire, l'empire almoravide. Un empire immense qui allait du Maghreb jusqu'en Espagne. Bon, entrons dans le vif du sujet. Son pouvoir, il n'est pas tombé du ciel, loin de là. C'est vraiment le fruit d'une ascension calculée méticuleuse, bien avant même qu'elle ne soit reine. Tout part d'Armat, au Maroc. Elle naît dans une famille riche. Son père est un marchand. Et ça change tout. Elle a accès à une éducation d'élite, ce qui était rarissime pour une femme à l'époque. Très vite, on remarque son intelligence, son goût pour la politique. C'est là que tout commence. C'est la fondation de tout ce qui va suivre. Et c'est là que ça devient fascinant. Regardez sa stratégie à travers ses mariages. Ce ne sont pas des contes de fées, ce sont des décisions politiques, des coups de maître. D'abord, elle hérite une fortune colossale. Ensuite, elle pose ses conditions. Et quelles conditions? Elle le dit clairement, elle n'épousera que celui qui régnera sur tout le pays. L'ambition est là. Et pour finir, elle s'allie avec la puissance du moment, les Almoravides. Cette alliance, c'est ce qui va tout changer. C'est le moment clé de sa vie et même de l'histoire de la région. C'est sa rencontre, son mariage avec celui qui va vraiment bâtir l'empire, Youssef ibn Tachfin. Alors, voilà comment ça se passe. En 1071, son mari, Abou Bakr, doit partir en campagne dans le Sahara. Et avant de partir, il divorce, c'était une pratique de l'époque, et il lui dit d'épouser son cousin Youssef. Imaginez la scène. C'est un passage de relais, un transfert de pouvoir quasi direct, et Zeynab, elle se retrouve en plein cœur de l'échiquier politique. Et ce mariage avec Youssef, même avec presque 30 ans de différence, ce n'est pas juste un calcul politique. Les textes de l'époque, ils parlent vraiment d'un grand amour. C'était une union où l'ambition politique se mêlait à un vrai respect intellectuel, à une affection réelle. Et écoutez ce que Youssef lui-même disait. C'est fou. Il ne s'en cachait pas, au contraire, il le criait sur tous les toits. Il reconnaissait que ses victoires, ses conquêtes, c'était en grande partie grâce au conseil de Zeynab. Mais alors, quel conseil elle lui donnait, concrètement? Par exemple, quand son ex-mari Abou Bakr menace de revenir, c'est elle qui met au point toute la stratégie pour l'écarter en douceur, mais fermement. Un mélange de cadeaux et de détermination. C'est elle aussi qui le pousse à traverser le détroit, à aller vers l'Andalousie. Elle n'est pas juste une conseillère de l'ombre, pas du tout. Elle gouverne avec lui. Maintenant, parlons de son héritage le plus visible, celui qu'on peut encore voir aujourd'hui. Marrakech, la ville elle-même. Il y a une date clé à retenir, 1062. C'est à ce moment-là que Zeynab, seule, pendant que son mari est en campagne, imagine les plans de ce qui deviendra la capitale de l'Empire. Et regardez cette chronologie, elle est parfaite. En 1062, elle a la vision. 8 ans plus tard, en 1070, Youssouf fonde la ville en suivant ses plans à elle. Et l'année suivante, en 1071, elle l'épouse et devient la reine de la cité qu'elle a imaginée. C'est son projet de A à Z, c'est sa ville. Son rôle était tellement officiel, tellement reconnu, qu'elle portait un titre bien spécifique, El-Ka'ima Bimulkihi. Ça veut dire celle qui s'occupe du royaume de son mari. Ce n'est pas juste une jolie phrase, c'est la reconnaissance officielle de son statut de co-dirigeante. Alors, au-delà de sa propre vie, qu'est-ce qu'il reste d'elle? Quel est son héritage sur le long terme? C'est ça qui est passionnant. Son exemple a complètement changé la donne pour les femmes de la dynastie almoravide. Parce qu'elle a existé, d'autres femmes ont pu s'impliquer dans la politique, devenir enseignantes au palais, et on trouve même des mentions de femmes médecins. C'était incroyable pour l'époque. Elle a vraiment ouvert la voie. Et ce qui est incroyable, c'est de voir comment les historiens en ont parlé à travers les âges. Dès le XIIe siècle, on l'a décrit comme la directrice des affaires de Youssef. 2 siècles plus tard, le grand Ibn Khaldoun dit qu'elle était responsable de son pouvoir. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui, où on analyse son leadership en passant par les récits plus tardifs qui ont gravé dans le marbre son surnom de magicienne. Donc pour résumer, Zeynab Nefzaouia, ce n'est pas juste un nom dans un livre d'histoire. C'est une actrice majeure, une architecte politique qui a, par sa vision et ses décisions, façonné un empire entier. Et ça nous laisse avec une question, une dernière pensée pour la route. Son histoire à elle, on la connaît. Mais combien d'autres femmes comme elle, des stratèges, des bâtisseuses, ont été tout simplement effacées de l'histoire?
Combien d'autres reines magiciennes attendent encore dans l'ombre qu'on raconte leur histoire?